Bonjour à tous. Je termine aujourd'hui avec un petit quickie. GitOps Continuous Delivery et les environnements, comment éviter l'enfer. Un titre long pour un sujet que je vais traiter de façon courte. D'abord, je vais commencer. Je vais me présenter. Philippe Morisseau. Je suis Cloud Solution Architect chez OnePoint. Et bon, voilà, vous pouvez voir, j'ai plein de petits badges Microsoft. Voilà, je suis assez tamponné Microsoft. Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous parler de Microsoft. Ouais, il y en a, j'ai entendu des ouais. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Ok, alors, tout d'abord, comment on arrive à ce que ça devienne l'enfer, notre histoire. Donc, le monsieur là qui se prend la tête, eh ben, voilà, c'est vous. Alors, tout d'abord, un petit récap. On se dit qu'on a un projet, etc. On a mis en place la démarche DevOps. On a automatisé, on a mis en place des pipelines de CI/CD. Tout va bien, on est content. On a notre application donc on produit sur notre repo Git. On build, on génère un package. Le package que l'on déploie sur un premier environnement dev, par exemple. Ensuite, UAT et prod. Pour le moment, tout va bien. On se dit, c'est parfait. Nickel. Sauf que, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avec notre package, on a une configuration qui est associée à chacun de nos environnements et notre application. Je donne un exemple très simple. Configuration, j'ai 3 paramètres sur mon application, paramètres 1, 2 et 3. Donc, ils sont différents en fonction de mes environnements parce que ma configuration varie en fonction de mes environnements. Pas de souci. On imagine maintenant qu'on fait une petite évolution sur notre composant applicatif. On avait une version 1, on fait une version 2. Cette version 2 intègre un nouveau paramètre, parce qu'on a des nouvelles fonctionnalités. Et donc, très bien, on les prend en compte, on pousse cette nouvelle configuration sur notre environnement de dev. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on oublie de faire la modification de la configuration sur les environnements suivants. Et là, boum, ça ne va pas marcher, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi mon composant version 2, il marchait très bien en dev, il ne marche plus en UAT? Ah ouais, j'ai oublié la configuration. Bon. OK. L'autre problème aussi, on peut constater, on a notre première version 1 qui tourne en prod et on constate qu'il y a un bug. On doit faire immédiatement un hotfix et pendant qu'on était en train de faire la recette de notre version 2. Donc là, notre équipe de dev se dépêche à faire un hotfix sur la version 1, donc génère une version 1.0.1, par exemple. Et là, ah ouais, sauf que moi, ma config, elle est pour la version 2. Et là, ok, j'ai un problème. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Je fais un rollback de ma configuration, je mets la version 1.0.1 avec la configuration qui correspond. Parfait, super. Pendant ce temps-là, j'ai ma recette, mais mon métier qui fait sa recette sur la version 2. Et moi, je dois pousser mon hotfix. Donc, poussez-vous les gens de la recette, le métier dégagé, je dois pousser mon hotfix. Donc, on est obligé de faire un rollback de la configuration pour vérifier qu'en UAT, ça fonctionne, que je n'ai pas de régression, et ensuite, on peut aller en prod. Bon, on a déjà des problèmes parce qu'on est obligé de faire des rollbacks sur notre configuration, et en plus, on va perturber nos recettes métiers, ou nos recettes techniques, hein, en tous les cas. L'autre souci qu'on peut rencontrer aussi, c'est les variables d'environnement. On imagine, on a une première application, on a un monolithe. On n'a pas forcément maintenant souvent des monolithes, hein, on a souvent des applications microservices ou distribuées. Et donc ça veut dire qu'on va avoir dans notre application plusieurs composants qui vont s'exécuter parallèlement et qui vont communiquer entre elles avec des configurations qui sont différentes pour chacun des composants. Sauf que on va constater aussi que ces composants utilisent souvent les mêmes paramètres, qu'on va appeler des variables d'environnement. Ok, très bien, on se dit, très bien, du coup j'ai des variables d'environnement, je vais me faire une configuration d'environnement, et qui correspondra à mes différentes variables d'environnement. Je ne vais pas les répéter. Ok, très bien, sauf que si je modifie ma configuration d'environnement, et que je ne pense pas à redéployer ou repousser ma configuration en disant, au fait, mon composant va chercher la nouvelle configuration d'environnement parce que j'ai modifié, on risque d'avoir des problèmes. Donc, il faudra penser à redéployer tous les composants qui utilisaient la variable d'environnement, par exemple. Bon, ça commence à devenir compliqué, mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres trucs aussi qui sont un peu rigolos, c'est comme les certificats. Alors, j'imagine que vous avez tous rencontré ce problème-là. Vous êtes content, vous avez déployé votre application en prod,
Et sauf que vous avez oublié de déployer sauf que vous avez oublié que votre application utilisait un certificat et que ce certificat, il expire. Donc, vous avez un certificat que vous déployez, et puis à un moment donné, il est expiré. Donc, quand c'est en votre environnement de dev, votre développeur, il fait « Ah, attendez, je renouvelle mon certificat, tout va bien, nickel ». Sauf que faut le faire aussi pour tous les environnements. Donc, le développeur, il ne va pas penser à renouveler le certificat en prod. C'est à peu près certain. OK, donc ça peut perturber aussi votre démarche. L'autre problème, c'est les dépendances de déploiement. Les dépendances de déploiement, on imagine, on a encore une architecture distribuée avec, on se dit, on fait de l'infra as code, donc on a un repo qui contient notre infra, on a des web services, les web services s'appellent les uns aux autres, enfin bon, un truc rigolo. On imagine que pour pouvoir exécuter nos web services, il faut une infrastructure qui les supporte. Donc ça veut dire qu'on va avoir une première version de notre infrastructure qui va être déployée, et lorsqu'on va déployer cette infrastructure, on va avoir des montées de version. Donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on va déployer notre infrastructure et qu'on va faire une mise à jour de notre infrastructure, on va certainement avoir des modifications au niveau de notre configuration d'environnement, puisque notre infrastructure, c'est quand même la base de notre environnement. Donc, ça veut dire aussi qu'on va avoir des mises à jour sur la config d'environnement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, attention, parce que du coup, il faudra penser à redéployer tous les composants qui héritaient de cette infrastructure pour qu'ils héritent automatiquement de la nouvelle configuration. Bon, là, vous voyez que c'est un peu compliqué, tout ce bazar. Ce qu'il faut retenir, c'est que la configuration doit correspondre à la fois à l'environnement, mais aussi à la version que vous déployez. Il y a certains éléments de votre solution qui ne suivent pas forcément le cycle logiciel de votre application, typiquement les certificats. Et on a aussi, donc on a les risques d'oubli, on a la complexité de la configuration qui va croître en fonction, proportionnellement en fait, au nombre de pipelines et de composants que vous allez avoir dans votre application. Et enfin, le dernier point, c'est que l'évolution d'un composant peut entraîner, impacter en fait les autres composants de votre architecture. Donc grosso modo, votre infrastructure que vous faites évoluer peut avoir des impacts un peu partout sur toute votre application. Attention. Pour ça, il y a quand même quelques bonnes pratiques. Alors attention, ce n'est pas un pot de vaseline. Alors il y a une première bonne pratique, une première pratique qui consiste à dire, OK, peut-être que mon architecture est trop complexe. Peut-être que si je simplifie mon architecture, je vais simplifier mon CI/CD, donc mon automatisation, et donc du coup, ça sera plus simple. Ça fait partie d'une réflexion qui s'appelle le Boring Architecture, qui peut avoir quand même ce gros avantage de dire, en fait, un monolithe, c'est vachement bien. Parce que, grosso modo, j'ai qu'une seule configuration que je déploie sur tous mes environnements, et puis basta, facile. OK, contrairement à mon architecture distribuée. Donc, ça veut dire que dans mon monolithe, j'ai un repo. Avec mon architecture distribuée, j'en ai peut-être plusieurs, ou trop même d'ailleurs. Avec mon monolithe, j'ai qu'un pipeline, alors qu'avec mon architecture distribuée, j'en ai plein. Avec mon monolithe, ce qui est bien, c'est que j'ai une configuration d'environnement, et avec mon architecture distribuée, j'ai une configuration d'environnement, certes, mais j'ai plein de configurations pour chacun de mes composants. Donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus complexe. En faisant ça, nickel, je résous mes deux problèmes, la complexité de ma configuration, qui croît proportionnellement au niveau de la complexité. Là, on a simplifié à fond, donc pas de problème. Et les évolutions des composants qui impactent les autres, puisqu'on a un monolithe, donc on n'a pas de dépendance entre les différents composants. En tous les cas, on en a beaucoup moins. Donc ça, c'est un bon concept, mais sauf qu'il faut réfléchir un petit peu, si on a ça, votre employeur, votre client, etc., il va se dire, OK, c'est super, ça te facilite la vie, mais pour moi, est-ce que ça me facilite ma vie? Ce n'est pas là forcément la même chose. Je prends un exemple très simple. On a une architecture monolithique, votre application elle est à 1 million de lignes de code, par exemple. Ça veut dire que quand vous allez lancer vos tests unitaires, faire des tests fonctionnels et des tests d'intégration, il va falloir, quand vous allez faire une évolution, il faudra potentiellement tout retester, de A à Z. Contrairement à une architecture distribuée, où on va pouvoir localiser les périmètres, et donc du coup, limiter le volume de tests à faire, et donc du coup, simplifier, en tout cas, le temps d'exécution, le temps de déploiement et le temps de compilation des architectures distribuées. Donc, comme je vous disais, le monolithe
permet de réduire le risque d'erreur et le risque d'anomalie, sauf que vous allez avoir un impact sur le temps de déploiement, parce que le temps de compilation de votre monolithe à 1 million de lignes de code, il sera forcément plus long que le temps de compilation d'un module, d'un composant qui fait 10 000 lignes de code. Vous allez avoir certainement un impact environnemental, parce que quand vous allez compiler, mesurer la qualité, faire des tests fonctionnels ou tests automatisés sur 1 million de lignes de code, je peux vous dire que ça dure du temps. Et c'est du temps de CPU mémoire, attention. Et puis forcément, ça va, en général, quand on dit temps CPU mémoire, on pense monnaie, et donc forcément, vous allez avoir un impact financier. L'autre solution, c'est de penser cycle de vie. C'est un point important, parce qu'en fait, on va essayer de designer notre application, et souvent on se dit, voilà, en fait, on design l'application et nos pipelines en fonction des composants que l'on construit pour notre application. Mais ce n'est pas forcément le bon concept. Pour pouvoir avoir quelque chose d'optimisé, moi j'ai souvent tendance à penser qu'il faut penser cycle de vie. Je m'explique, notre infrastructure, on va constater qu'on a des évolutions. Et d'ailleurs, souvent, on va avoir une série d'évolutions très rapides au début, et après, on va avoir des évolutions beaucoup plus espacées dans le temps. Et puis, on imagine qu'on a un back-end et un front-end. Donc, deux composants qui communiquent entre eux. Et là, lorsque je regarde, c'est un exemple, hein, lorsque je regarde, à chaque fois, donc les petits points orange correspondent à un moment où j'ai fait un déploiement. À chaque fois où j'ai fait un déploiement, je constate qu'en fait, régulièrement, j'avais mon back-end et mon front-end que je faisais en même temps. Ah ouais, mais alors il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, parce que ça veut dire que potentiellement, à chaque fois que je fais une évolution sur mon back-end, ou très souvent en tout cas, quand je fais une évolution sur mon back-end, j'ai une évolution sur mon front-end, et vice-versa. Donc ça veut dire que j'ai peut-être le même cycle de vie. Donc ça veut dire aussi que ces deux composants, même si d'un point de vue réseau, ils sont séparés, d'un point de vue cycle de vie, ils ont le même cycle de vie. Donc ça veut dire que, potentiellement, je peux les mettre ensemble dans le même pipeline. Pas de souci. Et en pensant cycle de vie aussi, on va penser à nos certificats. Si on commence à designer tous nos cycles de vie de nos applications, on va inclure automatiquement nos certificats. On les prend en compte, on ne les oublie plus. Donc pensez au cycle de vie et à designer ça dans votre architecture, dans vos DAT, etc. C'est des choses très simples à mettre en place. Donc, en faisant ça, en designant notre cycle de vie, on va réduire déjà les risques d'oubli, parce que certains éléments de votre solution qui ne suivent pas forcément votre cycle de vie de vos logiciels, vous les avez identifiés. Donc, déjà, c'est bien, vous oublierez peut-être beaucoup moins. Et puis, le deuxième point, c'est que comme vous avez pensé cycle de vie, vous avez un peu fusionné vos pipelines, et donc, du coup, vous avez moins de problèmes de complexité au niveau de vos paramétrages. Parce que là, vous allez pouvoir dire, ces deux composants-là, ils vont tirer le même paramétrage. Certes, il y en a un qui ne va pas utiliser tel paramètre, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche. Moi, j'ai juste dit, pour ces deux composants-là, j'ai ce paramétrage-là. OK. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les paramètres inutiles. Alors, ça, c'est un truc que je vois très, très régulièrement. J'ai tendance à dire que des fois, les développeurs, j'ai été développeur, attention, hein, on est un peu feignant et on se dit oh non, mais c'est bon, ce paramètre, il est déjà comme ça dans la configuration, je ne veux pas m'embêter à refaire une surcouche pour simplifier mon paramétrage. Eh bien, vous avez tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais prendre un exemple très simple. Ah, mince, c'est du Microsoft. Oups. Donc là, on a une configuration où on a dit, voilà, on a le paramétrage des logs en disant, par défaut, on log en niveau trace, c'est moche. Pour tout ce qui provient des librairies Microsoft.quelque chose, on les met en warning, et tout ce qui est Microsoft.hosting.lifetime, on les met en log level information. Sauf que voilà, ça fait quand même quelque chose qui est un peu verbeux. Si on fait l'effort de dire, OK, en fait, je n'ai pas besoin de ça dans mon paramétrage, mais j'ai juste besoin de dire 2-3 niveaux de paramétrage. Donc là, pour ce niveau de log, ça correspond à un mode verbose. Je mets juste log config verbose, et ce log config verbose va charger ce paramétrage-là. Pour votre ops, c'est déjà beaucoup plus simple à gérer, parce que vous allez gérer 3-4 niveaux et pas avoir un truc complexe à gérer. Vous n'en avez pas besoin. L'autre souci qu'on va rencontrer très souvent, et ça, je tue des développeurs, et je tue souvent des développeurs d'ailleurs,
Parce qu'on voit des genres de choses en disant « Ouais, mais pour ma connexion à ma base de données, du coup, j'ai une chaîne de connexion. Et puis, à côté, en fait, je dois paramétrer aussi un autre truc avec ma base de données, je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai mis 3 paramètres, server name, login et puis password. » Il dit « Mais attends, c'est pas un peu doublon ton truc là, parce que je peux enlever le service server connection string, hein, au final, je peux faire la concaténation de tous les attributs, je fais ma connection string, ou vice-versa. Je peux déduire de ma connection string tous les autres paramètres. Donc ça sert à rien de les mettre en doublon. Enlevez-moi tout ça. Décidez-vous, vous mettez soit les 3 paramètres, soit vous en mettez que un, mais vous ne mettez pas les 4. Donc ça, c'est des choses simples à mettre en place. Donc, mais en faisant ça, en interdisant, je vais y arriver, les paramètres inutiles, on va simplifier et on va limiter la complexité de notre configuration. Le dernier point, et j'y en arrive parce qu'autrement, mon titre de conférence était GitOps, donc il faut que je vous parle du GitOps, sinon vous allez m'engueuler. Donc, on reprend notre architecture. Donc, j'oublie le monolithe et on passe sur le distribué, s'il vous plaît. Donc, sur notre architecture distribuée, on reprend. On a tous nos composants qui communiquent entre eux. Du coup, chacun de mes composants a sa configuration et aussi la configuration d'environnement. OK? Oui. Au niveau des paramètres, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est séparé en 4 catégories. On a les paramètres qui sont dédiés, donc à notre composant. Donc, on a des paramètres qui sont vraiment spécifiques à notre composant, des paramètres qui sont communs, notre variable d'environnement. On va avoir aussi des paramètres qui sont liés au déploiement. Typiquement, la fameuse chaîne de connexion qu'on va déployer au moment du déploiement, enfin, lorsqu'on va, je vais y arriver, la fameuse chaîne de connexion qu'on va déployer sur notre composant pour pouvoir se connecter à la base de données, c'est lié au déploiement. Par contre, on va avoir aussi des paramètres qui ne sont pas liés au déploiement. Je pense aux feature flag, par exemple. Si vous décidez à un moment donné d'activer une fonctionnalité sur votre application, ça ne sera pas lié à votre déploiement. Vous allez vouloir le faire tout de suite, quoi. Et vous n'allez pas demander « Ah oui, attends, il faut que je lance mon pipeline, machin, bidou chouette. » Non. Et puis, vous allez avoir forcément, non lié au déploiement, vos certificats qui expirent. Et en fait, la démarche GitOps va se concentrer, enfin, en tout cas, il faut se concentrer sur la démarche GitOps sur les 2 points, les paramètres communs et les paramètres qui ne sont pas liés au déploiement. Donc, le principe, c'est de dire « OK, ces paramètres-là, au lieu de les avoir dans un tableau Excel comme on faisait autrefois à l'ancienne, etc., on va utiliser en fait nos repos Git pour pouvoir les stocker. Et ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, les fonctionnalités des repos Git, ça nous permet de dire derrière, je vais pouvoir mettre un pipeline et faire du CI/CD pour pouvoir déployer ces paramètres. Super, génial. Comme ça, je crée un nouveau pipeline qui va se charger de déployer la configuration pour moi. Tip top. Donc, on fait ça. On fait notre pipeline qu'on rajoute dans notre repo Git. On exécute notre pipeline et on déploie notre configuration sur tous nos composants. Youpi, nickel, super. Sauf que c'est jamais comme ça dans la réalité. Imaginons qu'on a un des composants qui ne récupère pas la configuration, parce que ça a planté pour des raisons X ou Y. Là, vous allez mettre en danger votre application, parce que vous allez avoir une désynchronisation de la configuration. Donc ça peut être dramatique. La solution, c'est de se dire, bon, OK, je vais utiliser un gestionnaire de configuration. Vous avez tous entendu parler de Flux, j'imagine, pour ceux qui font du cube. Non? Bon, il y a des conférences sur Flux, je crois. Bref, un gestionnaire de configuration. Et vous allez dire à tous vos composants, va chercher la configuration ici. Parfait, impeccable. Et puis le Configuration Manager, lui, va aller chercher sur le repo Git. Parfait. Sauf que le souci, c'est que ça va marcher en hors prod parce que vous n'allez pas connecter à la prod et donc du coup, votre administrateur réseau et puis votre expert en sécurité va vous dire pas de souci, c'est du hors prod, moi, si tu te connectes à ton repo Git, ça ne va pas me poser de problème. Par contre, lorsque vous allez déployer ça en prod et puis que vous allez dire ah oui, au fait, mon config manager de prod, il doit se connecter à mon repo Git, là, je pense qu'il ne sera pas d'accord. En tout cas, vous allez avoir des problèmes. Donc l'autre solution, c'est de dire, OK, bon, si je ne peux pas utiliser cette méthode-là, on peut faire une autre méthode, c'est un mix des deux. On va prendre notre pipeline DevOps et on va pousser la configuration dans notre Configuration Manager. Et le Configuration Manager, lui, va mettre à disposition toute notre configuration et nos différents paramètres. Et là, pif paf, nickel, parfait.
eh ben, on va pouvoir résoudre nos différents problèmes. Je reprends le premier problème de notre configuration qui avait changé avec le hotfix. Et là, on va pouvoir mettre en place, au travers de notre Configuration Manager, un petit système qui va pouvoir dire automatiquement, en fonction de la version, on va définir la configuration qui correspond, parce que c'est le Configuration Manager qui le fait pour vous. Et donc, du coup, il va switcher automatiquement en disant « Ah tiens, au fait, tu es sur la version 1.0.1, je dois aller charger la configuration qui correspond à cette version-là. » Tac. Problème résolu. Et donc, on perturbe beaucoup moins notre environnement. Ensuite, on va avoir notre problématique des variables d'environnement, que je vous disais tout à l'heure. Avec notre Configuration Manager, comme on centralise, ça veut dire que quand on pousse notre configuration d'environnement, on pousse à l'ensemble, soi-disant, non, enfin en tout cas, on pousse à notre Configuration Manager, et donc, de facto, à l'ensemble des composants qui vont aller se sourcer auprès de notre Configuration Manager. Et donc, du coup, plus de problème. Nickel. Pareil pour les certificats qui sont expirés. Du coup, votre Configuration Manager, lui, il va dire « Ah, ben au fait, le certificat, il faut que tu ailles le chercher là-bas. » Donc, votre composant, il va aller chercher directement le certificat qui a été renouvelé. Et tous les composants qui utilisaient, admettons, ce certificat-là, réglé. Parfait. Donc, on continue. Pour les dépendances, on a le même constat. Donc, notre configuration d'environnement. On va mettre à jour notre configuration lorsqu'on fait une évolution de notre infrastructure. Mettons, notre chaîne de connexion qui a changé, si on change notre serveur de base de données, par exemple. Et là, automatiquement, on pousse la configuration sur le Configuration Manager. Et puis là, c'est parfait, nickel, tout fonctionne. Nos composants vont pointer directement sur la même configuration. Donc, attention, j'ai fait des flèches, c'est du pull, mais ça peut être du push, hein, entre les composants et puis le Configuration Manager. Ça dépend des scénarios que vous voulez mettre en place, mais voilà, petite précision. Donc, avec une démarche GitOps et notre Configuration Manager, on va constater qu'on va à la fois réduire le risque d'anomalie, à la fois constater que, parce que grosso modo, on va pouvoir lier à la fois la version et l'environnement. On va réduire aussi le risque d'oubli, puisque notre Configuration Manager ne va pas oublier, lui, contrairement à nous. Ça peut arriver. Le troisième point qu'on va pouvoir régler, c'est les problématiques d'évolution entre les différents composants et leurs dépendances. Sauf que, attention, et là je termine avec ça, après j'arrête de vous embêter, c'est que votre Configuration Manager, si vous n'y faites pas trop attention, ça peut devenir le fameux SPOF de votre application. Si votre Configuration Manager tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être très dangereux. Donc, pour ça, deux choses. Toutes vos applications vont dire « je ne trouve pas la configuration, je me mets en PLS. » Oups. Donc, deux possibilités pour ça. Alors déjà, deux possibilités. Deux bonnes pratiques, en tout cas. Première chose, avoir une copie locale. Grosso modo, ne basez pas votre configuration uniquement de votre composant, uniquement sur votre Configuration Manager. On ne sait pas s'il sera tout le temps disponible. S'il est offline, prévoyez un scénario où vous êtes capable de récupérer, de conserver la configuration que vous aviez, même quand le Configuration Manager est offline. L'autre point, assurez-vous que votre Configuration Manager, il est hautement disponible. Ne mettez pas votre Configuration Manager sur un seul conteneur. Faites quelque chose, sur un seul pod, faites quelque chose qui soit suffisamment robuste, suffisamment solide pour que vos SLA de votre Configuration Manager soient élevés, de façon à ce que il ne tombe pas en panne, en tout cas. Donc, en conclusion, et je termine, c'est fini, il faut penser cycle de vie pour réduire la complexité de vos pipelines et puis optimiser l'élasticité de votre application, hein. Le monolithe, je ne suis pas certain que ce soit la solution ultime. Limiter le paramétrage, éviter les trucs verbeux, etc. Faites simple. C'est peut-être un effort de développement auprès de vos développeurs de faire des paramètres de configuration limités, mais vous y retrouverez après en termes opérationnels. Et le dernier point, promouvoir la démarche GitOps, parce que vous avez pu le constater, une démarche GitOps correctement mise en application peut vous aider à avoir un système qui soit fiable et avoir beaucoup moins de problèmes au niveau opérationnel. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie.